ce premier atelier sur le recrutement d'un travailleur pair, nous avons le plaisir d'accueillir 4 intervenants qui sont alors un travailleur pair et une travailleuse sociale qui a participé au recrutement de ce travailleur pair au sein de la structure Fondation Massé-Trévidy et plus précisément le foyer Jarlot à Morlaix en Bretagne. Donc Rémi Olivier est donc travailleur pair depuis quelques semaines au sein du foyer Jarlot à Morlaix. Et puis Fanny Rouet est éducatrice spécialisée dans ce foyer Jarlot. Le foyer Jarlot donc, regroupe un CHRS, une pension de famille, l'accueil d'urgence de l'appel au 115 et puis un CHRS hors les murs. Et les 2 autres personnes qui vont intervenir, ce sont Laetitia Schetzer et Élise Martin, qui sont les chargées de mission de la plateforme du travail pair en Auvergne-Rhône-Alpes, donc, qui est une plateforme régionale dédiée au travail pair. Elles en parleront précisément, mais qui est financée par l'État, donc à la fois par l'ARS et par la DRETS, pour accompagner le développement du travail pair en Auvergne-Rhône-Alpes, du travail pair salarié, et qui accompagne aujourd'hui il y a une cinquantaine de travailleurs pairs qui ont été recrutés sur la région Rhône-Alpes, ce qui est loin d'être le cas encore en Bretagne et en Pays de la Loire, mais d'où la dynamique qu'on souhaite initier avec ces ateliers-là pour suivre un petit peu la dynamique qu'il peut y avoir sur d'autres régions de France. Donc voilà un petit peu pour les intervenants de cet atelier. Alors concernant le déroulé, donc il va y avoir un peu 2 temps sur cette matinée-là, sur cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Un premier temps de témoignage et d'éclairage sur le recrutement du travailleur pair qui vont être apportés donc, par les intervenants que j'ai mentionnés. Et puis un second temps de questions-réponses, d'échanges avec vous participants. Donc pendant les premières 45 minutes qui seront les temps de témoignage et d'éclairage, on vous demandera, si vous avez des questions, de les noter de manière privilégiée dans le chat. Donc, dans l'espace conversation, vous avez une petite bulle conversation qui doit apparaître sur votre écran. Et donc, en cliquant sur cette bulle, vous avez un espace pour rédiger des questions en bas à droite de votre écran, normalement. Donc, nous, on saisira vos questions au fur et à mesure. Et puis, après, dans la seconde partie, si vous préférez, plutôt que d'écrire vos questions, prendre la parole, on pourra aussi vous laisser la parole pour que vous vous exprimiez directement. Mais en tout cas, pendant les 45 premières minutes, il n'est pas prévu qu'il y ait d'autres intervenants que ceux qui ont été prévus pour illustrer le sujet. Je ne sais pas si c'est clair. Si Eva, tu souhaites compléter ce que j'ai dit? Non, on va pouvoir doucement débuter, sauf si vous avez des questions. Vous nous entendez correctement, il n'y a pas de souci. C'est audible? Bon, super. On va pouvoir entrer directement dans le vif du sujet. Donc, la première question pour entrer directement sur cette thématique, je vais l'adresser donc à Fanny, qui est donc éducatrice spécialisée à l'association Massé-Trévidy. Donc, Fanny, comment toi et puis plus globalement l'association, vous avez préparé le recrutement de Rémi? Alors du coup, c'est un travail qui a été fait complètement en équipe. Tout le monde a été sollicité. Après, il faut savoir que nous, l'équipe était prête. C'était un thème qu'on avait abordé. Donc déjà, en participant, on participe souvent aux différentes réunions de la FAS. Et aussi, plusieurs d'entre nous ont eu l'occasion de faire, dans le cadre du logement d'abord, donc des déplacements Erasmus donc dans d'autres pays où effectivement les travailleurs pairs avaient déjà une place. Du coup, c'est vrai que ça a été enrichissant et on a pu voir comment concrètement sur le terrain ça pouvait se faire et du coup quelle était aussi la plus-value. C'était dans quel pays? Désolée. Alors, il y en a qui sont allés en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas, beaucoup. Voilà, ça c'était les principaux. Voilà, et du coup, aux Pays-Bas et en Belgique, c'était assez courant en tout cas de faire appel aux travailleurs pairs. Après, en plus, pas forcément de la même façon. Je pense qu'après, justement, en plus, en fonction des structures et
de l'équipe et des personnes accueillies. C'est vrai que c'est un travail qui se fait un peu au quotidien, même encore aujourd'hui, même ça fait pas longtemps, mais on tâtonne et voilà, on fait ensemble un peu au jour le jour. Du coup, alors comment ça s'est fait? Déjà, on a tous un peu, quand il y a eu cet appel d'offres, on a tous un petit peu travaillé ensemble sur la fiche de poste du coup qu'on allait diffuser pour rechercher le travailleur pair. Nous, quelles étaient un peu nos attentes, quelles étaient les missions voilà, qui lui seraient confiées. Ensuite, on a on a réceptionné un certain nombre de CV, du coup, voilà, ils étaient mis à disposition de toute l'équipe pour que justement, voilà, chacun puisse donner un petit peu son opinion. Après, il faut savoir qu'on a reçu beaucoup de... Pardon? Ouais, je me permets juste de couper par rapport à l'appel à projet que tu évoquais pour bien que tout le monde comprenne. En fait, dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté en Bretagne, l'association Fondation Massé Trévidi a obtenu un financement pour l'expérimentation d'un poste de travailleur pair dans la structure. Donc c'est en fait l'arrivée de ce financement-là qui a permis de concrétiser le souhait d'avoir un travailleur pair, quoi. Voilà, petite parenthèse, pardon. Du coup, oui, voilà, on a reçu effectivement plein de CV et de candidatures. Après, il y en avait beaucoup effectivement qui étaient des candidatures, mais de personnes qui étaient déjà plus ou moins travailleurs sociaux. Donc nous, c'était pas l'idée, c'était vraiment d'avoir quelqu'un qui était différent de nous. Voilà, donc voilà, il y a eu tout un étayage par rapport à ça. Finalement, on a retenu, pour passer les entretiens, retenu 6 candidatures. Après les entretiens, du coup, se sont déroulés. En fait, la personne, le candidat passait 2 entretiens. Donc, il y avait un entretien avec la responsable de service et un travailleur social, et un autre entretien, du coup, avec un travailleur social et aussi Jérôme, qui lui est déjà travailleur pair à Saint-Brieuc. Du coup, effectivement, il y avait un petit peu de côté où avec la responsable, c'était peut-être plus les questions pratiques, en lien avec le travail. Et Jérôme, le travailleur pair, comment dire, il poussait un petit peu plus les personnes dans, je ne vais pas dire dans leur retranchement, mais voilà, voir si la personne, effectivement, elle avait cheminé, elle était prête à accompagner, si elle était un petit peu, si elle avait fait si elle était à jour avec sa situation pour pas, elle, se mettre en difficulté par rapport au public qu'elle allait rencontrer tous les jours et pas non plus mettre les personnes accueillies en difficulté. Voilà, après... Je me permets encore de couper juste pour 2 petites questions. Donc, au niveau de ce qui était demandé aux candidats, c'était une candidature classique, un CV, une lettre de motivation, c'est ça? Voilà, avec justement, dans le CV, c'était, en tout cas dans l'offre d'emploi, c'était bien précisé effectivement que la personne devait avoir un parcours voilà, en lien avec soit des structures d'hébergement ou en tout cas des problématiques se rapprochant du public qu'on accueille. Et dans les CV réceptionnés, est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient ce profil-là dans les faits? Il y en avait qui l'avaient, mais qui ne l'ont pas forcément présenté. Voilà, comme par exemple Rémi, effectivement. Après, Rémi, en fait, il avait déjà été rencontré pour un autre entretien et en fait, pour veilleur de nuit. Et du coup, lors de cet entretien, il avait pu effectivement parler de son parcours, mais c'est vrai que certains n'ont pas fait transparaître sur le courrier, effectivement, après, nous, on ne demandait pas que les personnes racontent leur vie, mais en tout cas, voilà, qu'il y avait eu, en tout cas, un moment, un parcours qui s'était rapproché de ça. Okay. Et au niveau de l'équipe qui faisait les recrutements, qui s'est occupée des entretiens de recrutement, il y avait combien de personnes alors? C'était qui recrutait? Il y avait la responsable de service, 1 et 2 travailleurs sociaux et Jérôme qui, lui, est travailleur pair déjà sur notre structure. Merci. Et du coup, à l'issue de ces entretiens, voilà, il y a deux candidats qui ont été voilà, retenus, qu'ensuite la responsable a rencontré après toute seule, fait visiter la structure et a eu d'autres échanges voilà, qui ont permis finalement de recruter Rémi au final. Ouais. Ok, merci pour
pour cet échange-là. Et juste par rapport à la posture dans le recrutement, je ne sais pas si vous aviez participé à d'autres recrutements au préalable, mais est-ce que la posture pour vous était différente pour recruter un travailleur pair que pour recruter un collègue travailleur social? C'était surtout que nous, on n'a jamais, moi j'ai fait les recrutements, mes autres collègues travailleurs sociaux n'ont jamais fait de recrutement non plus, donc du coup c'était plus se mettre dans cette position-là de recruteur qui n'était pas forcément évidente, mais voilà, après c'était plus finalement des échanges, une conversation et ouais. Okay. Merci beaucoup Fanny. Et je me permets juste, je vois que Jérôme est parmi nous aussi, donc je me dis que peut-être, Jérôme, tu as Oui. des choses à ajouter sur cette question. Alors, tu as juste ton micro. Là, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, oui, j'ai participé au recrutement de Rémi. Pour moi, c'était une première expérience aussi en tant que pseudo-recruteur, puisque je n'avais pas forcément le recul pour le faire, mais comment le Jarlot me l'a amené, c'est que moi, j'avais déjà été recruté et j'avais eu cette expérience-là de ce recrutement. Alors moi, mon recrutement avait été différent. Ça avait été un entretien d'1 h 15 d'affilée avec 2 travailleurs sociaux. Donc, la façon dont a fait le recrutement le Jarlot est très positive parce qu'en fait, ils ont englobé toute leur équipe. Et ça, c'est un peu le but. Le travailleur pair doit être accepté par toute l'équipe. Sinon, c'est compliqué voilà, c'est déjà la base, c'est qu'il faut que l'équipe soit d'accord pour accueillir quelqu'un qui n'est pas travailleur social. Donc, leur méthode et leur façon de faire, moi, je l'ai trouvé très, très bien. J'ai passé une super journée avec eux et je suis content que Rémi ait eu ce poste. On ne s'est pas parlé depuis, on ne s'est pas revu depuis. Je pense qu'on se reverra bientôt au mois de juillet sur un CRPA. Mais c'était vraiment une très, très bonne expérience et je suppose que Rémi a apporté quelque chose à l'équipe du Jarlot. Et voilà, donc c'était un recrutement qui était assez intelligent. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui a choisi le travailleur pair. Et pour moi, c'est une très, très bonne méthode. Merci, Jérôme. Je ne sais pas si Fanny, tu as quelque chose encore à ajouter sur ce recrutement-là? Non, après, voilà, plus au niveau des questions, s'il y en a. Oui, on les prendra peut-être plutôt dans un second temps et on va laisser du coup alors Rémi donner son point de vue en tant que recruté, en tant que travailleur pair qui a participé qui a candidaté déjà, qui a participé à ce recrutement et puis qui a pris son poste. Voilà, donc bonjour à tous. Alors oui, Rémi, travailleur pair, et pour faire simple et expliquer le pourquoi du comment au niveau de mon recrutement, c'est que en fait, voilà, j'ai toujours joué la transparence. Je suis arrivé avec mon CV et ma lettre de motivation, mais j'ai joué la transparence à fond avec l'équipe. Pour moi, pour moi, c'était obligatoire, quoi, de vraiment, voilà, vraiment leur faire comprendre ce que j'avais envie d'apporter. Donc, évidemment, quand je dis jouer la transparence, voilà, parcours très atypique, je ne vais pas spécialement faire de dessin, mais en gros, voilà, punk, alcool, drogue, violence, squat, voilà. Et le jour où j'ai voulu prendre un virage à 90 dans ma vie, je me suis dirigé vers les services sociaux qui m'ont tendu la main. Donc voilà, et là, moi, après, je suis parti sur les métiers d'aide à la personne, donc comme auxiliaire de vie, ensuite comme agent d'accompagnement, ensuite comme AMP. Et puis, j'ai découvert ce poste-là, on m'a fait le descriptif du poste et je me suis reconnu à travers ce poste. Et je me suis dit, pour moi, c'est une évidence, en tant que travailleur pair, justement, cet échange et cette liaison avec le résident et avec le travailleur social, pour moi, c'était une évidence même. Donc voilà. Et comme disait Bruno, bah voilà, en fait, j'ai apporté un petit peu à l'équipe, mais l'équipe m'apporte aussi. Il ne faut pas oublier que c'est très très complémentaire, quoi. C'est vraiment une chaîne. C'est vraiment chaque maillon a son rôle. Donc voilà, c'était pour faire court, voilà, c'était ça mon parcours, quoi. Et aujourd'hui, je regrette pas et c'est vraiment un travail de tous les jours. Et si on revient un petit peu sur le recrutement, alors comment alors déjà toi tu avais d'abord postulé sur un autre poste, hein, c'est ça? Ton premier contact avec le foyer Jarlot, c'était pour être veilleur de nuit. Voilà. Et en fin de compte, le personnel a vu que j'étais très dans l'échange et dans la communication. Et ils m'ont dit, bah oui, le poste
de nuit, ça ne pourrait pas correspondre. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un comme moi dans l'équipe de jour. Et c'est vrai que, bon, je ne vais pas le porter non plus sur une estale, mais en effet, mon côté atypique et mon passé très, très atypique ont fait que, bah, voilà, c'était surtout mon bagage. Voilà. Et j'en profite quand même pour faire le lien avec une question qui a été posée. Pour toi, le fait d'avoir à faire ton CV et à faire une lettre de motivation, même si ce n'était pas pour le poste de travailleur pair au départ, c'était pour celui de veilleur de nuit, par exemple, pour toi, est-ce que ça a été quelque chose qui a été compliqué? Non, non, ça n'a pas été compliqué puisqu'en fin de compte, j'ai mis mes qualifications, j'ai mis mes diplômes et dans ma lettre de motivation, bah, j'ai joué la transparence, quoi. J'ai mis que, voilà, oui, côté atypique, un certain vécu et que justement, ce vécu que j'ai eu, bah, je voulais le mettre à profit des autres personnes, quoi. Et justement, c'est là où je me suis retrouvé dans une évidence pour leur dire, bah, voilà, ce que moi j'ai vécu, vous pouvez le vivre aussi. Et justement, montrer dans cet échange et dans cette communication que bah, c'est possible. C'est possible. Et je ne suis pas le seul travailleur pair comme ça pour montrer que bah, voilà, on est là, c'est possible, c'est réalisable. Voilà. Et au niveau des entretiens, alors comment tu as préparé, enfin comment tu t'es senti lors la première date d'entretien? Il y a eu 2 entretiens, c'est ça? Un premier Oui. avec les travailleurs sociaux et un autre avec la responsable de site, Joëlle Kéguiner? Voilà, c'est ça. Et alors, comment ça s'est passé? Et avec Jérôme. Eh bien, en fait, bah, pareil, franchement, je vais avouer que non, je ne m'étais pas spécialement préparé parce que je voulais être vrai, je voulais être dans la transparence et dans la spontanéité. Donc, je me suis dit, allez-y, posez-moi les questions, voilà, je serai ouvert et voilà, et j'ai dit tout ce que j'avais à dire et je portais vraiment, voilà, je portais vraiment sur le cœur. C'est vraiment ce que, voilà, dans la spontanéité, la transparence. Et je pense que c'est très, très important dans ce genre de métier. C'est l'échange, la communication, la compréhension. Voilà. D'accord. Et pendant ton entretien, enfin un des 2 entretiens, je crois que tu as fait un tour des lieux, c'est ça, avec où tu as rencontré les résidents avec Voilà. ton employeur. Et ça, comment ça s'est passé du coup? Ça s'est très bien passé et justement, lors de ma présentation face aux résidents, je leur précisais bien que je n'étais pas travailleur social, que j'étais justement le lien et puis cette espèce de passerelle et un petit peu pour eux un tampon de décompression. Et que justement, voilà, on allait dans la communication, dans l'échange, dans l'écoute et leur faire comprendre aussi que moi, il n'y a pas de rendez-vous. Je me mets à leur disposition quand ils sont dans leur meilleur état, dans leur meilleur élément, et que voilà, comme je disais plusieurs fois, en fait, les résidents vont beaucoup échanger et communiquer aussi avec le travailleur social, en effet, mais il reste toujours cette part d'ombre que le résident n'osera pas étaler et n'osera pas trop en parler. Et il y aura toujours cette zone d'ombre que le travailleur social, par le fait du non-vécu, ne pourra pas comprendre. Bien sûr, le travailleur social, il a son expérience. C'est sûr qu'il maîtrise énormément parce qu'il a vu beaucoup de personnes passer, il a entendu beaucoup de personnes, il a compris beaucoup de personnes. Donc, il a aiguisé son savoir-faire là-dessus. Mais il y a toujours cette part d'ombre du résident qui ne pourra être comprise, entre parenthèses, plus profondément que par des travailleurs pairs, quoi, par le vécu. Donc, ils ont compris qu'il y avait ce fameux lien, non pas d'intimité, mais ce fameux lien de tranche de vie et des similitudes de vie qui faisait que, quelque part, je me présentais un peu comme un travailleur pair et comme un confident un peu plus proche, quoi, sans la barrière du professionnalisme. Voilà. Et pour ta prise de poste alors, enfin, en tout cas, après on passera aux intervenants suivants, mais juste ton premier retour après quelques semaines en tant que travailleur pair, est-ce que ça correspondait à vos premières impressions que tu avais eues? Oui, oui, et c'est très, très, très enrichissant. J'apprends beaucoup des résidents, j'apprends beaucoup du travailleur social et on apprend beaucoup les uns des autres. C'est vraiment un échange constant.
Et j'entendais parler de formation sur le travailleur pair, mais j'aimerais quand même préciser que c'est une formation continue en fait. C'est des questions tous les jours avec des réponses tous les jours. C'est une formation continue et non-stop, quoi. Voilà. Et il y a une question sur ta fiche de poste. Je fais déjà le lien, mais parce que on en avait évoqué en préparant on l'avait évoqué en préparant cette réunion. Il y a eu un petit peu des modifications, je crois. Si tu peux juste en quelques mots nous donner un peu la description de ta fiche de poste ou de l'organisation de ton poste qui t'avait été donnée au départ, et puis comment ça se passe aujourd'hui. Alors du coup, pareil, moi je veux pas être, enfin voilà, je veux pas me fondre dans le statut de travailleur social. Je veux rester à ma place de travailleur pair. Et du coup, en fait, j'ai envie de me mettre à disposition du résident. Donc en fait, au début, j'avais des horaires du matin. Et il faut dire que certains résidents, évidemment, il y a les addictions, il y a tout ça. Et du coup, moi, je voulais qu'ils soient à 100% de leurs moyens, hein, et de leur envie de communiquer et d'échanger. Donc, du coup, en fait, j'ai basculé mes horaires du matin sur les horaires de l'après-midi, de façon à avoir plus de temps pour eux et être disponible beaucoup plus pour eux. Donc, du coup, mes horaires du matin, je les ai basculés à 13h, 19h pour être là toute l'après-midi pour eux. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Rémi pour cette intervention-là. On verra, il y aura certainement d'autres questions après. Alors, avant de passer la parole à la plateforme du travail pair, je souhaiterais simplement prendre des éléments d'information qui nous ont été donnés par la responsable du site du foyer Jarlot, qui s'appelle donc Joëlle Keguiner et qui ne pouvait pas malheureusement être présente ce matin. Mais qui, elle, donc, a été vraiment à l'origine du recrutement en tant que responsable. Et il y avait vraiment deux aspects, elle, qu'elle souhaitait qu'ils soient évoqués ce matin, et je pense qu'ils pourront peut-être être repris par la plateforme derrière ou par d'autres, éventuellement même des participants qui seraient employeurs. Elle voulait préciser que, donc bien sûr, il y avait une fiche de poste avec les missions d'accompagnement qui avait été décrite en amont du recrutement de Rémi. Ça avait été fait, ça avait été préparé en amont. Et ces missions sont sur l'accompagnement sur le quotidien des personnes en AHI. Toutefois, elle précise que dans la convention collective 66, dans laquelle est l'établissement, Rémi avait été recruté en tant que moniteur éducateur. Et il n'est pas prévu dans la convention collective 66 de recruter un moniteur éducateur qui ne soit pas qualifié, qui n'ait pas le diplôme équivalent à ce niveau-là. Ce qui a posé problème au niveau des RH, quoi, le service RH a précisé que si à l'avenir il y avait d'autres salariés recrutés comme travailleurs pairs, l'idée ce serait de les classer sur la grille la plus basse de la convention collective en tant que moniteur adjoint de sport et de loisirs au coefficient 371. Et donc ça, c'est quelque chose qui, voilà, je vois les têtes se hocher, c'est quelque chose qui n'est pas satisfaisant pour l'employeur, qui est une réponse de RH, parce que je pense que la personne des RH ne sait pas ce qu'est le statut de travailleur pair, mais voilà, en tout cas, c'est typiquement, je pense que la plateforme pourra reprendre ce volet-là, mais typiquement des questions qui se posent très vite quand on a affaire à ce nouveau métier. C'est, bon, oui, effectivement, il n'y a pas de diplôme, mais en même temps, est-ce qu'un savoir expérientiel, ça ne vaut pas un diplôme à un moment donné en termes de reconnaissance sociale et donc de rémunération? Ah, Rémi, je te laisse. Tu as le privilège de pouvoir prendre la parole tout de suite si tu veux intervenir. Ah oui, parce que là, ça me fait un petit peu grincer des dents. Professionnaliser un travailleur pair. Alors là, je suis totalement contre et je vais vous expliquer pourquoi. Professionnaliser un travailleur pair. Je tiens justement, et le résident tient à son travailleur pair, parce qu'on est dans l'échange, on est dans notre communication, mais si on professionnalise un travailleur pair, il devient quoi? Il devient un travailleur social. Il va se fondre dans la masse du travailleur social. Du coup, quel sens donner au travailleur pair? Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Et attention, là, ce que disent les RH, c'est pas que le travailleur pair doit devenir moniteur, je sais plus, le moniteur adjoint de sport et de loisirs, mais c'est que dans le cadre de la convention collective qui établit les niveaux de salaire, le travailleur pair n'existant nulle part sur cette grille, ce qui se rapproche le mieux en raison du fait que le travailleur pair n'a pas forcément un diplôme correspondant à cette convention collective, on va le caser là où on ne demande pas de diplôme. Ce qui, du coup, dévalorise effectivement le savoir expérientiel qu'on met en avant quand on recrute un travailleur pair. Voilà, et le travailleur pair, voilà, le travailleur pair, voilà, c'est
c'est vrai que c'est expérimental, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas chercher à rentrer dans les cases, quoi. C'est ça qui me fait peur, quoi. Oui. Parce que pour le résident, une fois que c'est rentré dans les cases, lui, il n'ira pas dans le détail. Il dira, c'est un travailleur social. Et du c'est coup, là toute la difficulté. Franchement, je pense qu'il y aura un débat tout à l'heure parce que du coup, le travailleur pair est un travailleur. Qui dit travailleur dit droit du travail. Qui dit droit du travail dit grille de salaire, fiche de poste, formation obligatoire, etc. Il y a un certain nombre de contraintes qui entrent en ligne de compte. Et tant que le poste de travailleur pair, le statut de travailleur pair n'existe nulle part, il faut essayer de le rattacher quelque part, quoi. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va y avoir des enjeux à venir. Enfin, encore une fois, je laisserai la plateforme s'exprimer là-dessus. Mais... C'est toujours mon côté cœur, mais je pense d'abord aux résidents et je ne veux pas perdre ce fil et cette relation qu'il y a entre nous, quoi. Voilà. C'est pour ça que je tiens à ce poste de travailleur pair, à ce statut de travailleur pair. C'est juste pour le résident, quoi. Pas qu'il perde ce fil-là, ce lien qu'il a là qui est très important. Voilà. Et qu'il le relie au reste. Voilà. Et alors, deuxième aspect, et après je laisserai la parole à la plateforme, sur lequel souhaitait revenir Joëlle Keguiner, la responsable du foyer Jarlot. Une autre question qui s'est posée, c'est recruter quelqu'un sur son parcours personnel et la question de la stigmatisation par rapport à ce parcours. À savoir que dans la procédure croisée des entretiens, elle a reçu donc deux candidats qui avaient semblé correspondre le plus au profil recherché. Donc des personnes qui avaient une expérience de vie qui correspondait par rapport au poste. Cependant, quand elle a fait le tour de l'établissement, c'est pour ça que je te posais aussi cette question tout à l'heure, Rémi, quand elle a fait le tour de l'établissement avec ces candidats qui semblaient correspondre, elle s'est aperçue qu'en fait, le rapport avec les résidents ne correspondait pas du tout à ce qui était attendu. Par exemple, une candidate, lorsqu'elle a demandé ce qui la mettait en difficulté ou ce qui pouvait la déranger, elle a répondu le fait que des personnes consomment de l'alcool. C'est quelque chose qui la mettait mal à l'aise. Et du coup, effectivement, ça allait poser problème dans ses fonctions, quoi, puisque c'était justement sur notamment l'accompagnement de personnes qui peuvent avoir des addictions à l'alcool qu'on souhaitait qu'elle apporte un accompagnement complémentaire des travailleurs sociaux. Donc voilà un petit peu les deux aspects aussi sur lesquels l'employeuse souhaitait aussi, voilà ce qu'elle souhaitait évoquer, ce qu'elle aurait évoqué si elle avait pu être présente ce matin. Du coup, j'en ai fini. Je vais relaisser la parole aux intervenantes. Eva, je te laisse. Oui, ouais. On va maintenant laisser la parole à Laetitia et Élise de la plateforme du travail pair d'Auvergne-Rhône-Alpes. On se doute que suite à ces différents témoignages, au témoignage de Rémi, à celui de Fanny, et puis aussi aux différents propos de la directrice que Sylvie vient de nous retranscrire, vous avez certainement des choses à dire, nombreuses choses à dire. Et puis, la question, c'est quelle analyse vous pouvez faire de tout ça, de ces témoignages? Est-ce qu'il y a des points sensibles dans le recrutement d'un travailleur pair que vous pourriez nous développer un petit peu plus? Oui, bonjour. Du coup, Laetitia Schweitzer, plateforme Travail Pair. Alors oui, effectivement, on entend plein de choses très saillantes et intéressantes dans les propos de Rémi. Je reviendrai dessus. Pour commencer, juste, nous, en fait, donc on a l'habitude maintenant, pour ma part, depuis 3 ans et pour ma collègue depuis 1 an et demi, d'accompagner les équipes et on a élaboré une espèce de méthode au fil de nos interventions. On a fait comme les pairs, on a bidouillé, on s'est adapté aux situations. Et cette méthode, elle part de la phase dont parlait Fanny tout à l'heure, déjà l'identification d'un besoin. Voilà. Est-ce qu'il y a un besoin dans une structure? Est-ce qu'il y a une envie? Parfois, il n'y a pas forcément de besoin, mais il y a une envie d'enrichir sa pratique. Ou un besoin, par exemple, on peine à cet endroit-là ou à tel autre de nos interventions avec les publics, on n'arrive pas à entrer en communication avec certaines personnes, justement. On est en difficulté et peut-être qu'un pair pourrait venir nous aider. Donc, nous, on essaye de voir dans cette phase-là auprès des équipes qui nous sollicitent quel est ce besoin, de le nommer assez précisément parce qu'il va être au cœur ensuite de l'élaboration d'une fiche de poste. Et dans un premier temps, ce qu'on a la coutume de dire avec ma collègue, c'est qu'au final, recruter un pair, c'est dans un premier temps déjà interroger le regard qu'on porte sur ses publics. Parce que le pair va être pair du public. Et du coup, le regard qu'on va porter sur lui risque d'être très empreint de celui qu'on a par ailleurs sur ses publics. Donc, comment on regarde ces publics? Comment, entre guillemets, on les caractérise? Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire d'eux? Comment on va spécifier
l'intérêt d'un père, c'est-à-dire on a un public, par exemple, je typologise volontairement, d'hommes à la rue avec des addictions, des parcours de rue au long cours, certains ont des problèmes en psychiatrie. Qu'est-ce qu'on va chercher comme profil? Qu'est-ce qu'on va tenter de cocher comme case chez le père qui va être pertinent pour qu'il soit bel et bien père du public? Ça, c'est la chose la plus essentielle. Il ne faut pas transiger là-dessus. Il en va de la légitimité du père vis-à-vis de ce public, d'être réellement père de ce public, et il en va de la légitimité du père vis-à-vis des équipes. S'il n'est pas père du public, il n'aura aucune bonne raison d'être là. Ça, c'est des choses basiques, quoi. Et donc, du coup, si par exemple, on est sur ce profil homme seul, rue au long cours, addiction et un peu de psychiatrie, entre guillemets, eh ben, il faut absolument prendre un père qui déjà a connu la rue. Une personne qui aura juste connu des lieux d'hébergement, ça ne suffit pas. Voilà. Et une personne qui n'est pas mal à l'aise, par exemple, avec les addictions. Donc, une personne qui côtoie, qui est familière de ça, qui ne porte pas de jugement dessus. Et ça va devenir un des nœuds, en fait, au moment du recrutement, par exemple, chez des personnes qui ont elles-mêmes vaincu des addictions. Nous, on a fait quelques recrutements pour voir comment ça se passait, justement. Et on a arrêté d'en faire parce qu'on perd notre position tierce vis-à-vis des pairs qu'on accompagne ensuite en participant à leur recrutement. Mais ça a été intéressant parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, que moi, je me souviens d'un monsieur en entretien qui dit l'alcool, c'est le démon, c'est le démon. Moi, je vais leur dire aux gens, c'est le démon, il ne faut pas y aller. Et tout de suite, évidemment, l'homme, il a très envie d'aider les personnes. C'est pas le souci, le problème, il n'est pas dans la motivation. En revanche, il y a un problème sur la question du jugement de valeur, en fait. Et on s'est rendu compte, par exemple, il y a des questions toutes simples, mais demander à un futur père éventuel, ou en tout cas à un candidat, est-ce que vous pensez que quand on veut, on peut? Ça permet de lever certains lièvres, parce qu'une personne qui va dire oui, oui, si, je pense que si quand même, on se dit ah, elle risque de ne pas être assez à l'écoute, par exemple, du public qu'elle va accompagner, de ne pas prendre la mesure exacte, en fait, de la difficulté dans laquelle sont les gens. Voilà. Donc, il y a 2-3 petites choses comme ça qui sont importantes à préciser d'emblée, notamment sur le profil du père. Ensuite, il y a la phase de fiche de poste, construction de la fiche de poste. Et là, il faut bien être sur une ligne en se disant qu'on projette une activité de père. On l'imagine, mais elle va devoir être adaptée ensuite à la réalité. Comme l'a dit Rémi tout à l'heure, la question des horaires, par exemple, la pertinence de réadapter un emploi du temps en fonction du public. De se dire, bah, les gens, entre guillemets, le matin, c'est difficile pour eux, quoi. Élise peut en témoigner. Oui, et puis on ne peut pas présupposer en avance de qui sera le père, en fait. On a une idée de la parité, de la personne que l'on souhaite et qu'on aimerait pouvoir recruter, mais on ne sait pas en avance sur quels aspects la personne va être à l'aise et là où elle va pouvoir se sentir légitime et utile pour aller rencontrer le public ou pour faire je ne sais pas quoi, genre des ateliers, des machins, enfin bref, on ne peut pas penser ça à sa place. Du coup, tout l'enjeu de la fiche de poste, c'est réussir à établir des missions, des grandes lignes en fait, mais sans trop la verrouiller pour laisser une marge assez importante pour que le père puisse lui-même se faire sa place et puisse lui-même décider de là où il se sent légitime et OK pour aller, en fait, en fonction de qui il est, en fonction de ce qu'il a vécu et en fonction de ce qu'il a envie de partager ou pas avec les personnes accompagnées. Oui, c'est important parce que les pères n'ont pas toujours toute envie de partager. Il y a des activités dans lesquelles ils vont se sentir plus à l'aise que d'autres. Il y en a qui vont préférer faire des activités individuelles à des activités collectives d'animation et l'inverse, en fait. Il faut leur laisser le temps de prendre leur marque, de faire des propositions. En même temps, il ne faut pas non plus les laisser dans un flou trop grand. Donc, c'est vraiment le fil du rasoir, hein, la fiche de poste des pairs, parce qu'on doit décliner un minimum des missions en tâches. On doit préciser des repères dans l'activité, la participation à des réunions qui vont porter à tel endroit, avec des choses régulières, des choses qui cadrent en fait le travail. Et en même temps, on ne doit pas le verrouiller. Nous, on a eu un exemple, c'était prévisible que ça allait être compliqué pour les pairs, d'une fiche de poste dans des lits d'accueil médicalisés mis en place par le CCS de Grenoble. Et quand on a lu la fiche de poste, qui en fait l'offre d'emploi qui était la fiche de poste, donc un truc illisible de 5 pages, déjà, qui pose la question de l'accès même aux documents, eh ben, on s'est dit à l'époque, mais c'est une fiche de poste d'auxiliaire de vie. Tout est minuté, chronométré, verrouillé, il n'y a pas de marge. Je ne vois pas dans quelle mesure la personne qui va prendre ce poste sur un temps partiel avec autant de choses à faire, là pour le coup beaucoup trop de tâches précisées, va pouvoir investir sa dimension père
et créer un espace de communication. La question de la communication, c'est quelque chose, justement, qui exige c'est un rapport au temps. C'est un rapport au temps. Il y a une temporalité qui doit être souple, en fait, autour de l'activité du père et qui doit lui permettre d'investir cette dimension-là. Moi, tout à l'heure, en entendant Rémi, pour la parenthèse, j'ai écrit un article l'année dernière sur le travail pair dans la revue Rhizome, en mars. Et justement, j'avais formulé l'hypothèse que le travail pair, à la différence du travail social, entre guillemets, c'est vraiment un travail qui repose sur une éthique de la coopération et de la communication. Voilà. Là où dans le travail social, c'est une éthique de l'accompagnement, mais avec d'autres normes. Là, on est vraiment dans quelque chose de très personnel, où on veut pour l'autre ce qu'on aurait aimé pour soi, et on met en place dans la communication avec l'autre quelque chose de très horizontal qui repose sur la confiance, l'égalité, voilà. Donc, c'est un positionnement qui va être source d'enjeux plus tard. Mais en tout cas, pour la parenthèse, tout à l'heure, quand Rémi disait ça, ça me disait, bon, je ne suis pas complètement dans le fond en formulant cette hypothèse-là, quoi. En tout cas, donc, sur la fiche de poste, on ne verrouille pas trop les tâches. Voilà. On est sur ce fil du rasoir et on en a conscience. Et on se dit d'emblée qu'on laissera la place au père et à l'équipe de reconstruire, en tout cas partiellement, cette fiche de poste à l'épreuve de la réalité. Au moment de la prise de poste. Se l'approprier. Voilà, se l'approprier, sachant que nous, on en reparlera dans le prochain atelier justement sur la prise de poste. Nous, on observe en gros qu'il faut à peu près 6 mois à un père pour être bien en place dans sa structure, pour avoir pris ses marques, se sentir légitime, avoir une activité qui commence un peu à se roder. Voilà. Donc, il faut bien tenir compte de cette souplesse nécessaire. Et ensuite, il y a la phase de diffusion de l'offre d'emploi, qui n'est pas une mince affaire. Tout à l'heure, Rémi parlait c'était Jérôme, non, qui parlait du CRPA. Et du coup, ça m'a fait tilter parce que ça faisait rebondir sur la question de la diffusion des offres d'emploi. On va chercher les candidats là où on pense pouvoir trouver les personnes qu'on cherche, qui présentent les caractéristiques du public qu'on accompagne. Donc, par exemple, les CRPA peuvent être un lieu où on va diffuser des offres d'emploi pour d'éventuels pairs, mais pas seulement. Nous, à Grenoble, par exemple, quand il y a des postes qui se créent pour accompagner des personnes qui sont issues de la rue, on va mettre les offres d'emploi dans les lieux d'accueil des personnes à la rue, en fait, parce que c'est là qu'on a le plus de chances de trouver des candidats réellement pairs. Ouais, et puis le bouche à oreille, le réseau, les gens. Grenoble, c'est une ville qui n'est pas très très grande, et puis même Lyon, Saint-Étienne et tout ça, tout le monde se connaît en fait. Et du coup, le bouche à oreille marche très bien aussi quand il s'agit des postes de pair. Pôle emploi, ça ne fonctionne pas. Le risque, c'est de se retrouver avec des candidatures qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on recherche, parce que le travail pair, c'est encore quelque chose qui est méconnu, enfin en tout cas qui n'est pas maîtrisé, que les gens on ne connaît pas en fait. Hein. Et du coup, le risque, c'est ça, c'est qu'il y ait des candidatures qui ne correspondent pas du tout au profil recherché. Alors nous, on encourage, souvent, parfois, sur les postes de pair, on voit des fois, il y a quand même dans les équipes qui recrutent des petites idées. Ah, on avait pensé à cette personne qui a été accompagnée avant. Parmi les anciennes personnes qui ont été accompagnées par la structure, c'est une bonne piste, à mon avis. Aller chercher chez les partenaires, diffuser auprès des partenaires, d'autres CHRS ou je ne sais pas quoi. Peut-être qu'eux auront aussi des personnes qui pourront présenter. Voilà. En tout cas, les canaux classiques, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour aller trouver le travailleur pair adéquat. Quoi. Et du coup, je me permets de couper vraiment pour insister sur ce volet-là, parce que c'est assez contre-intuitif, je pense, pour un employeur de se dire on va taper dans la liste des personnes qui ont pu être accompagnées par notre structure. Et je pense au cas de Jérôme, justement, on en avait parlé lors du webinaire de décembre. Pour la structure de Jérôme à Daléa, le directeur ne souhaitait pas du tout au départ que, je crois que c'était le directeur ou une autre personne qui était en charge du recrutement, je crois que c'était lui, ne souhaitait pas que ce soit une personne qui soit passée par la structure parce qu'il était connu justement des travailleurs sociaux, parce qu'il connaissait, ça le gênait. Alors que pour Jérôme, je parle en ton nom, tu me couperas si je me trompe, mais toi, tu avais plutôt le point de vue inverse de dire, non, moi je connais justement l'équipe, donc je suis en confiance, je connais la ville, donc je sais les maraudes, je sais un peu me repérer, je connais les lieux. Je suis passée par là dans cette ville, donc je sais ce que je faisais quand j'étais à la rue, etc. Et du coup, au contraire, c'était bien plus facilitant pour le travailleur pair. Voilà, pardon d'avoir interrompu, mais...
Oui, mais ce que tu dis, c'est important, Sylvie, parce que en fait, c'est une réticence qu'on observe à pas mal d'endroits. Nous, on l'a vécu, y compris dans le CHRS auquel on est rattaché dans nos bureaux. Une personne du public qui me paraissait très adéquate, justement, parce que elle avait un vécu pour le coup dans la structure, a une connaissance parfaite des pratiques des travailleurs sociaux. Elle était par ailleurs outillée, c'était une ancienne professeure des écoles qui avait connu une très grande précarité et tout. Et elle avait un profil très intéressant, mais ça a énormément effrayé l'équipe tout entière, en fait, parce qu'ils se sont dit, oulala, c'est toujours l'histoire aussi de quelqu'un qui nous connaît autrement. Comment nous, on va pouvoir le considérer comme un égal, évidemment. Le problème est encore plus aigu en psychiatrie. Hein. En psychiatrie, nous, on a eu un raté sur un recrutement avec un travailleur pair qui a été recruté. Il n'y avait que 2 candidats, en fait, hein, sur le poste. Ils avaient précisé d'emblée que ce qu'ils recherchaient, c'était une personne, donc pour un temps partiel, 50%, une personne qui allait faire de la visite à domicile, donc qui devait avoir la capacité à se mouvoir dans l'agglomération, hein, pour aller aux 4 coins de l'agglo, et qui devait être rétablie, comme on le demande beaucoup en psychiatrie. Ils recrutent un ancien patient du psychiatre qui chapeaute la structure, ce qui posait un gros problème quand même là, pour le coup, d'horizontalité possible dans la structure et la possibilité de se considérer réellement comme un collègue à part entière. Et en plus de ça, il recrute un candidat qui a d'emblée affiché son impossibilité à se déplacer. Il ne peut pas prendre les transports en commun et il n'a pas de véhicule personnel. Donc, il fait tout à pied. Et il fait que de la visite à domicile. Évidemment, ils ont recruté sur cette base-là, c'était mal barré pour dire les choses un peu trivialement, en fait. Et ça s'est terminé par une rupture de contrat, avec un échec à la clé, parce que, à la fois pour l'équipe qui a le sentiment que c'est compliqué le travail pair, du coup, ils en tirent cette conclusion-là dans un premier temps, avant d'éventuellement travailler ça, et pour le travailleur pair qui se dit, ouais, bah, j'étais pas prêt, j'étais pas rétabli, c'est un peu ma faute, quoi. En fait, c'est comme pour tout, pour le travail pair, en fait, c'est en fonction de la structure et en fonction de là où on est, de qui on est et de qui on recherche, en fait. C'est très. Il n'y a pas un projet de recrutement travailleur pair qui se ressemble, en fait. Il n'y a pas une fiche de poste identique, il n'y a pas un truc classique, la fiche de poste classique du travailleur pair. Après, nous, on encourage à chaque recrutement les structures à réfléchir et à noter les prérequis, en fait. On sait ce qu'on veut et on sait ce qui est indispensable pour le poste. On doit trouver ça chez le père. On doit avoir ça, 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 ça. Il doit pouvoir se déplacer, prendre les transports. Il doit, si on est dans un CHRS, je sais pas quoi, avoir connu la rue, c'est obligatoire, et avoir été hébergé en CHRS. Enfin, voilà, on conseille de noter les prérequis et de cocher les cases aux entretiens, et que si les cases elles sont pas cochées, et ben tant pis, on va pas recruter quelqu'un par défaut en disant bah voilà, celui-là c'est le moins pire, c'est celui qui correspond à peu près le plus à ce que l'on recherche, on n'est pas totalement satisfait. Nous, on conseille plutôt de repousser. Alors souvent, les échéances, c'est des réponses à des appels à projets et tout. On est un peu bloqué par le temps, il faut qu'on fasse vite. Là, on n'a pas le choix, on n'a pas le temps de s'installer. Mais on conseille quand même de prendre le temps, quitte à repousser de 3 semaines un recrutement, pour être sûr d'avoir la bonne personne, que le père soit bien père du public et que voilà, on ne va pas prendre quelqu'un par défaut, quoi. Sinon, c'est sûr, enfin, en tout cas de là où on est, nous, on le voit, c'est le résultat souvent est pas positif, en fait, quand on recrute par défaut, quoi. Et du coup, juste pour revenir sur l'offre d'emploi, souvent, et on le répète presque à chaque fois, l'offre d'emploi qui est diffusée, c'est la fiche de poste. Alors, c'est compliqué, ça ne le fait pas, en fait. L'offre d'emploi, il faut qu'elle soit attractive, il faut qu'elle donne envie aux pairs d'aller les lire. Si c'est des gros blocs je sais pas, 3 pages, un peu comme le CCAS à Grenoble, les gens, ils vont pas lire et ils vont pas comprendre. Genre, si vous écrivez salaire, convention collective, CCN, je sais pas quoi, c'est du chinois, en fait. Personne comprend rien, en fait. Et du coup, ça donne pas envie d'y aller et ça donne pas envie de se présenter. Le père, il va se dire, oh là là, ça a l'air trop compliqué pour moi j'y vais pas, c'est pas fait pour moi. Ouh. Oui, autre point de vigilance en lien avec ce qu'Élise vient de dire sur le chinois, c'est la question en fait il y a des offres d'emploi, on a eu le cas il n'y a pas très longtemps, une équipe qui recrute, il
il y avait le job coaching et puis il y avait une autre équipe après qui était orientée rétablissement. Et il y a plein de sigles dans l'offre d'emploi avec plein de choses très techniques en fait. Donc la formation obligatoire à la technique, un sigle. Et en fait, on s'est dit après, non mais c'est rédhibitoire. Pour une personne qui lit ça, elle se sent écrasée en fait par toute cette technicité qui en fait renvoie pas d'image du réel. Le réel n'est pas comme ça. Le réel, c'est ce que disait Rémi tout à l'heure. C'est un travail d'artisan en fait. C'est pas un travail de technicien justement le travail pair. Donc il faut pas renvoyer l'image qu'on va demander ensuite au père de se formater, de se lisser, de devenir comme ça dépositaire d'un savoir académique, parce que c'est très éloigné de ce dans quoi il est capable de se projeter et ce qui lui donne envie d'aller dans ce boulot-là. Et il faut le garder en tête, ça. Nous, on pourrait en parler, hein, je ne sais pas si c'est le moment, je ne pense pas que ce soit la question des formations la plus importante maintenant, mais c'est tout l'enjeu des questions de formation autour du travail pair. Et au final, de comment on parvient à reconnaître des savoirs expérientiels dans un monde dominé par les savoirs académiques. Et comment on parvient à résister à cette tentation de lisser les savoirs expérientiels au profit de l'ingurgitation de savoirs académiques qui vont donner l'impression qu'il y a une conformité aux attendus et que le père est beaucoup plus rassurant avec cette forme normée, quoi. Voilà. Et nous, on observe au moment des recrutements, par exemple, que dans certaines structures, on nous a dit, hein, on nous l'a dit texto, le responsable ou le cadre de service qui a fait le recrutement, on est conscient qu'on a recruté quelqu'un qui nous convenait, parce qu'il ne nous faisait pas peur. Ouais, il nous rassurait, il ne nous faisait pas peur. Voilà, c'était un peu le bon élève. Et on observe par exemple qu'en psychiatrie en particulier, les candidats recrutés sont souvent les bons élèves, entre guillemets. C'est-à-dire des candidats qui vont être d'une part dans un rapport de dette ou de déférence avec les personnes qui les auront accompagnés, avec le sentiment de leur devoir quelque chose, de leur rétablissement. Et en plus de ça, qui ont intégré quand même les hiérarchies en psychiatrie. Et d'ailleurs, on pense que si les pairs se font une place en psychiatrie, c'est juste parce qu'ils restent bien à leur place, en fait. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de velléité de réhorizontaliser quoi que ce soit. On n'en est pas là du tout, en fait. Donc, bon. Et du coup, si on revient aux questions de recrutement, donc nous, il y a la question de la diffusion. Et ce qu'on propose aux structures qu'on accompagne, voilà, c'est qu'une fois qu'elles ont reçu leur lettre de candidature, et là, il faut être aussi souple sur la forme, ne pas imposer l'écrit aux personnes si elles sont en difficulté avec et si le poste ne l'exige pas. Nous, on a eu des structures, on nous a dit « Et si je faisais passer aux candidats un test informatique le jour du recrutement ?» Ça nous surprend énormément parce qu'il n'y a pas de raison de faire ça. D'abord, on ne le ferait pas pour un autre candidat travailleur social, on n'irait pas vérifier que lui aussi maîtrise l'informatique le jour du recrutement. Mais en plus de ça, est-ce que le poste l'exige réellement ? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'accompagner le futur candidat s'il est en difficulté avec l'informatique après, en fait, et de ne pas en faire un critère de sélection ou de mise à l'épreuve. Donc ensuite, nous, après ce moment-là, on propose pour tous les candidats que ça intéresse, en lien avec les structures, d'organiser une séance d'information collective à destination des candidats, se calibrer sur à peu près 1h30, 2 heures, on va dire. Et ça permet, en présence, si possible, du responsable de la structure, d'un ou plusieurs travailleurs sociaux de la structure, de l'équipe, et de nous, de préciser le contexte, le fonctionnement à peu près de l'équipe, voilà, et nous, de préciser qu'est-ce qui est attendu de la part d'un travailleur pair en général, et quels sont les points de vigilance à avoir. Par exemple, nous, on est très sensible aux questions de santé au travail, et notamment de santé psychique, parce qu'il y a beaucoup de pairs qui se sentent maltraités, disqualifiés, mis en difficulté, ou bien par leurs équipes, ou bien par les partenaires avec lesquels ils ont à travailler. Et ça, c'est quelque chose pour nous sur lequel il faut d'emblée quand même voilà, être vigilant auprès des candidats et des équipes. C'est toujours bien de le redire, quoi. Et cette infocolle, en général, elle est pas mal parce qu'elle permet de déjà les candidats qui étaient là sur un malentendu parce qu'ils n'avaient pas bien saisi ce qu'était le travail pair, ils se disent ah non, finalement j'y vais pas, ou alors je suis pas prêt. Et puis à l'inverse, il y a des candidats qui se disent ah oui, ce que disait Rémi tout à l'heure, c'est vraiment un boulot pour moi. C'est dingue, c'est un boulot pour moi, quoi. Une évidence. Ouais, la fameuse évidence. Je veux faire ça. Et on a eu des gens, et on observe par exemple qu'on a de plus en plus de pairs qui ont des diplômes, travail social, travail médico-social, mais qui veulent devenir pairs en fait, et qui font ce choix en disant
ouais, mais moi, je suis pas que ça. Je suis pas réductible à mon diplôme, je suis pas réductible à ma compétence professionnelle classique. J'ai aussi un parcours de vie et j'ai aussi envie de l'investir dans mon boulot, de pas me couper en deux quand je vais le matin au travail. Et cette intégrité-là, elle me permet, moi, de me sentir bien, quoi. Et c'est ça que j'attends du travail pair. Quand moi, je ne me suis pas présentée tout à l'heure, mais du coup, j'ai été pendant 5 ans travailleuse pair sur un service d'accompagnement social à Grenoble. Et j'ai fait la formation d'éduc au bout de 5 ans en passerelle, en cours d'emploi et tout ça. Du coup, j'ai appris à devenir éducatrice spécialisée et j'ai vu la différence qu'il y avait entre la posture d'un éducateur spécialisé travailleur social et la posture d'un père, en fait. La position, la place dans la relation, du coup, est pas la même et du coup, c'est pas pour certains travailleurs sociaux diplômés et tout ça, ils sont mal à l'aise dans cette distance qu'on met ou qu'on se sent obligé de mettre au travail avec les personnes. Et ils ont envie de pouvoir adapter cette posture de père où, au final, moi aussi, j'ai envie de parler de ce que j'ai vécu. J'ai des choses à apporter de manière au titre de mes savoirs expérientiels, pardon. Des fois, c'est dur à dire. Et du coup, ils préfèrent avoir cette casquette de père. Après, c'est pareil aux yeux des personnes accompagnées. Les gens ne nous voient pas de la même manière. Il y a des personnes, après, je ne dis pas que les personnes sont forcément obligatoirement ont envie d'être accompagnées par des pairs. Il y a des personnes accompagnées qui préféraient ne pas avoir affaire au père, mais avoir affaire à un vrai travailleur social diplômé parce que c'est plus rassurant, parce que c'est plus de confiance et tout ça. À l'inverse, il y en a d'autres qui préfèrent être avec les pairs. C'est en fonction des personnes. Voilà. Mais je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Mais du coup, ouais, c'est cette posture, cette place dans la relation n'est pas la même en fait. Et du coup, c'est ça qui est en jeu, je pense, beaucoup. Ouais. Et c'était intéressant ce que tu disais aussi tout à l'heure, ouais, Rémi, sur le maillon, cette complémentarité en fait. Dans une équipe, au départ, nous, on arrive, on parle d'une mise à plat de l'organisation du travail et voilà, on a envie de faire connaissance avec les équipes, avec les membres qui la composent pour savoir qui est qui dans la structure et quel rôle. Après, il y a le titre de, voilà, là, c'est la psychomotricienne, là, c'est l'infirmière, là, c'est l'éduc, là, c'est la S, là, c'est la secrétaire. Et il y a toujours des rôles un peu informel de celui qui va être plus rassurant, un peu lui c'est le gentil, elle c'est celle qui fait le rôle de la maman, etc. Et du coup, on est tous complémentaires dans une équipe, on est complémentaires de par les diplômes et on est complémentaires de par nos qualités humaines en fait. Et le père, il est là en tant qu'humain, il n'a pas de diplôme, il n'a pas machin, mais il est complémentaire de l'équipe, il est un maillon de plus à cette chaîne-là. Et c'est vrai ce que tu dis sur les maillons de la chaîne et sur la complémentarité en fait. Du coup, information collective et après, entretien d'embauche. Entretien d'embauche, c'est un entretien d'embauche assez particulier parce que il ne va pas forcément se dérouler comme se déroule n'importe quel entretien d'embauche. Après, l'idée, c'est pas de demander aux personnes de raconter leur vie en fait. On ne va pas leur dire racontez-moi ce que vous avez vécu, c'est pas ça qui nous intéresse, mais c'est plus ce qu'il en a retiré. Nous, on conseille, on prépare les entretiens d'embauche avec les équipes et ce qu'on conseille, c'est peut-être éventuellement de proposer des mises en situation pour voir comment est-ce que le père, spontanément, tu parlais de spontanéité tout à l'heure, comment est-ce qu'il pourrait réagir et quelles propositions il pourrait faire. Essayer de voir comment est-ce qu'il peut s'intégrer à une équipe, est-ce qu'il peut travailler en équipe, quelle idée, quelle image il a des travailleurs sociaux et quelle place il pourrait prendre et il pourrait se faire. Voilà. La mise en situation est vraiment, je pense, un bon outil pour les entretiens d'embauche. Oui, après, alors tout à l'heure, ça me vient une question sur le recrutement. Quand Fanny, tout à l'heure, expliquait justement que l'équipe s'était emparée collectivement de à la fois la réflexion sur le projet, la construction de la fiche de poste et puis le moment du recrutement, moi, ça me posait une question. C'est celle qu'on s'est posée nous-mêmes à l'époque, c'est que dès lors qu'on participe au recrutement, en fait, on participe à un processus de sélection.
Et un processus de sélection, c'est une violence, quoi. C'est toujours une violence pour ceux qui ne sont pas sélectionnés, ça, voilà. Et du coup, on est du côté du pouvoir, on n'est clairement pas en situation d'horizontalité, et je me pose la question de ce que ça produit, voilà, chez de futurs collègues, d'avoir participé au recrutement. Je dis ça tout simplement parce que nous, on a arrêté, on demande aux équipes de ne pas nous solliciter sur la phase recrutement, on accompagne en amont, mais on préfère ne pas être là à ce moment-là, sur ce moment de sélection, même si on essaye de rester extérieur, mais on ne peut pas rester extérieur en vérité. Et on a été confrontés, les pairs étant un petit vivier, on va dire. Hein. Il y a quand même des personnes qui vont candidater sur plusieurs postes dans un bassin donné local, quoi. Et il m'est arrivé de retomber plusieurs fois sur le même candidat. Et le jour où il a été embauché, il lui est arrivé de décompenser. C'était une personne qui était sur un parcours en santé mentale. Et là, il a jeté en pâture, entre guillemets, ce moment-là qui avait été d'une violence inouïe, en fait, pour lui. Ce moment où il n'avait pas été sélectionné, dont il m'estimait totalement responsable, en fait. Voilà. Et donc, ça crée des incidents. C'est pour ça que je me dis, avec des collègues, participer au processus de sélection d'une personne qui est recrutée pour ce qu'elle est. Parce qu'il faut bien avoir en tête, c'est là aussi, la délicatesse au moment du recrutement, c'est que vous recrutez un professionnel, certes, mais d'un autre type, d'un nouveau genre, entre guillemets, il est recruté en tant que sujet. Donc forcément qu'il va se sentir jugé en tant que personne, par définition, en fait. C'est très difficile de se décaler. Donc ça exige une vigilance très, très particulière, y compris forcément parce qu'on est un peu intrusif, potentiellement, il faut essayer de ne pas l'être. Et l'idéal, c'est par exemple, nous on dit, en termes de trucs sur le moment du recrutement, on ne demande pas à un candidat alors, vous avez côtoyé l'alcoolisme, vous avez eu des addictions, la rue, alors bon, vous en êtes où, vous vous sentez suffisamment bien, c'est pas ça. L'idéal, c'est plutôt de voir dans quelle mesure, ce que disait Rémi, d'ailleurs, le candidat peut s'emparer de la réalité qu'il a devant lui, cette capacité d'adaptation dont tu parlais très bien Rémi tout à l'heure et qui met le doigt pour moi sur la plasticité particulière du travail pair, qui est un travail de l'adaptation constante aux réalités rencontrées. La singularité de ces situations-là, qui est toujours là en fait. Et c'est du coup de proposer aux pairs un regard sur le public en disant, voilà, le public que nous on a dans cette structure, c'est ça qui vit apparemment, nous on le voit comme ça, on rencontre ces questions-là avec ce public et tout. Comment vous voyez, vous, par rapport à ce public? Et de voir dans quelle mesure, déjà, le candidat peut s'identifier au public ou pas, en fait. C'est peut-être le b.a.-ba. Quand c'est une personne, évidemment, qui est issue de la structure, la question se pose moins, forcément, quoi. Mais sur un candidat qui est recruté comme ça, la question, elle est importante. Parce que c'est cette double projection de comment le père peut s'identifier au public et ensuite comment le public peut s'identifier au père qui est le nerf de la guerre. Et la question dont tu parlais tout à l'heure, Sylvie, qu'avait souligné Joël Keguiner à propos de la stigmatisation du père, c'est ce que dit souvent Élise, en fait, quand elle dit, mais attention, un père, il peut renvoyer une image dégradée du public tel qu'il est vu par une organisation si le père ne va pas bien. Enfin, elle le dira mieux que moi, mais si le père par exemple, c'est une personne qui physiquement renvoie beaucoup de stigmates, par exemple, et tout, le public peut se dire « Ah, c'est comme ça que la structure, elle nous voit, en fait. Ok. » Et ça donne une image, c'est ok, d'accord. L'équipe qui nous accompagne nous voit comme ça, genre, je vais être cru, genre le vieux clodo tout dégueu, crasseux qui est là. En fait, c'est comme ça qu'eux, ils nous voient. Ou alors, un exemple il y a un foyer sur la région iséroise, là, foyer de jeunes travailleurs, du coup, avec des jeunes. Ils ont recruté un père, mais au moment du recrutement, en fait, ils se sont plantés, mais total. Ils ont pris un monsieur, du coup, du 45-50 ans, avec des problématiques en santé mentale, mais ouvertement affichées, en fait. Et du coup, les jeunes là-bas se sont pas du tout vus et identifiés dans ce monsieur-là, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Ils l'ont pas reconnu. Donc le père, il a été en souffrance parce que il a pas trouvé sa place auprès de ces jeunes. Les jeunes l'ont rejeté direct parce que se sont pas reconnus en lui. L'équipe, alors on n'en parle pas. C'était déjà tout mal barré dans ce projet-là, mais du coup, ça a mis en lumière des choses qu'il faut vraiment éviter, en fait, quoi. Oui, et puis par exemple, c'est une personne qui a été recrutée, il y avait une mutation du projet. Au départ, c'était
pour donc des jeunes, ça le public n'a pas changé, mais l'idée c'était d'intervenir auprès des jeunes sur de la prévention des risques de MST, addicto, suicide. On avait un espèce de pack comme ça. Et en fait, ils ont recruté une personne qui n'avait jamais connu ces formes de précarité, de vie dans un lieu d'accueil pour jeunes, et en plus de ça, revendiquer une psychose. Alors en plus, on a eu un souci qui n'est pas des moindres, hein, c'est que la médecine du travail, quand elle a su sur quelle base le travailleur pair était recruté, elle a retoqué en disant « Bah non, moi je ne vous fais pas d'aptitude au travail si vous êtes recruté sur la base de votre psychose, entendons-nous bien ». Donc ça pose de vraies questions. On est à la limite du droit du travail, on est sur toutes les lisières en fait des questions d'aptitude au travail, de cadre qui ne doit pas être différentiel entre ce salarié et les autres. Enfin, ça pose beaucoup de questions. Mais en tout état de cause, avec ce salarié, il s'est passé la chose suivante, c'est que quand il a revendiqué justement ses troubles en santé mentale, le public s'est dit « Ah ouais, ok, donc ils nous ont pris pour des fous, quoi, en fait. » Et là, ça a été la cata. La restigmatisation, elle était structurelle, elle était liée justement au défaut de parité qui avait été mal pensé dès le départ, en fait. Ouais, et du coup, lui s'est retrouvé dans une situation où il s'est dit, OK, c'est quelqu'un qui était très engagé et qui avait envie de faire bien son boulot, sauf qu'on l'a mis en difficulté dès le départ, mais bon. Et du coup, il s'est retrouvé obligé d'aller chercher des informations, de faire des recherches sur Internet, de machin, de trucs pour pouvoir être en contact et créer des liens avec le public, ce qui a été, c'était casse-gueule dès le départ, en fait, quoi. Donc, ça n'allait pas du tout. On expliquait, il y a un autre père sur un SAMSA, qui a fait la même démarche en fait, essayer d'aller chercher de l'information et des choses, puiser des choses vers l'extérieur, sur Internet, vers d'autres gens, dans des bouquins, etc., pour pouvoir agir auprès des personnes. Mais il n'avait pas compris ce que c'était le travail pair et ce que c'était que les savoirs expérientiels. Ce qu'on voulait, nous, c'était ces savoirs à lui expérientiels de sa propre de sa vie, de ce qu'il a vécu au travers de sa maladie, des différentes hospitalisations, des différents suivis médicaux, etc. Et du coup, c'est une des étapes aussi au moment de la prise de poste, c'est d'encourager et de révéler au père quels sont ses savoirs expérientiels et comment il va pouvoir s'en saisir pour accompagner les personnes. C'est pas inné en fait. Rien que le mot savoir expérientiel, au final, on l'a jamais entendu de notre vie. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, je suis détenteur de savoir expérientiel. Wouh, génial. Mais sauf qu'est-ce que c'est? Ils sont tous différents en fait, en fonction de qui on est, de où on vient, etc. Et comment est-ce que je vais m'en saisir pour accompagner les gens? Et du coup, il y a un point de vigilance aussi à ce niveau-là, c'est au moment de la prise de poste. Le père, il n'a jamais été travailleur. Enfin, les travailleurs pairs, il n'y en a pas beaucoup qui sont travailleurs pairs depuis. J'ai 30 ans de travailleurs pairs derrière moi, ça n'existe pas en fait, quoi. Donc, du coup, souvent, c'est des premiers postes où il faut vraiment être en soutien sur, bien expliquer quelles sont les attentes et expliquer que le père, il a vraiment, s'il a été recruté, c'est pas pour rien et qu'il a vraiment quelque chose à apporter aux personnes, mais aussi à l'équipe pour la meilleure compréhension du public, du comment est-ce que ça fonctionne, de l'accompagnement, comment est-ce qu'est perçu un accompagnement quand on est personne accompagnée, enfin voilà, tout plein de choses comme ça. Et donc, du coup, bien mettre en valeur et encourager le père à oser et à se sentir légitime là où il est et à sa place, en fait. L'intégration à l'équipe, après, c'est aussi très important. Voilà. Et du coup, voilà. c'est ça parce que j'allais dire, vu l'heure, il est 12h10 et puis on peut parler longtemps, il faut nous arrêter. Du coup, non, peut-être que comme justement, il y avait cette idée de faire plusieurs séances comme ça avec une espèce de continuité, on garde toutes les questions relatives à l'accompagnement, à la prise de poste pour la fois d'après. Et on vous redonne la main parce que sinon on prend trop de place. Non, c'est vrai que du coup, si on veut laisser aussi la place aux participants, s'il y a des questions soulevées par tout ce que vous avez pu dire, juste peut-être essayer de resynthétiser, même si je vais certainement oublier des bouts, mais en tout cas, je pense qui est ressorti là, de ces échanges-là, c'est que pour le recrutement d'un travailleur pair, il y avait vraiment une vigilance énorme à avoir en amont, que ce soit sur la réflexion sur pourquoi on veut un travailleur pair, la réflexion sur qui va être associé à ce poste-là, préparer ces équipes-là, préparer la fiche de poste, mais pas trop détaillée non plus, mais quand même suffisamment pour cadrer.
Et puis après, une autre vigilance importante sur le recrutement, comment il va se mettre en place ce recrutement. Je te vois, Rémi. Attends, je termine et je te laisse la parole. Comment mettre en place ce recrutement-là, avec qui intervient dans le recrutement, qu'est-ce qu'on demande, quels sont les prérequis principaux, quels sont les critères sur lesquels on ne va pas lésiner, parce que voilà, le public, par exemple, auquel va s'adresser, et comme tu dis, le fait d'être père de ce public-là, et puis par rapport aux missions qui vont être données, et puis ensuite veiller, voilà, à ce que à la fois ça corresponde à ce qui avait été prévu au départ, et à la fois ce qu'il y ait une souplesse lors de la prise de poste pour permettre que le père soit bien dans ce que lui s'était représenté, et continuer à être à l'écoute de ce salarié, rester à l'écoute de ce salarié. J'essaye un peu de synthétiser. Et je laisse la parole juste à Rémi qui… Oui, je voulais juste faire une parenthèse sur Laetitia quand elle disait tout à l'heure que justement mes recruteurs me jugeaient un petit peu en tant que candidat, travailleur père. Quelque part, même si ça a été fait un petit peu comme ça, que j'ai été jugé, en même temps, c'était quelque chose de très valorisant pour moi, parce que justement, j'ai été jugé sur mon vécu. Et quelque part, ils ont pris, c'était une prise de conscience pour eux aussi, de mon vécu jusqu'à l'arrivée aujourd'hui devant eux, prise de conscience sur le chemin qui a été fait, le chemin parcouru, puis le travail fait sur moi-même avant de pouvoir effectuer ce travail sur les résidents et leur apporter ça. Donc ce jugement, quelque part, il était très, très positif pour moi. Voilà. Et c'était une motivation encore en plus. Voilà. Merci. Et Jérôme, tu voulais réagir à ça ? Oui, par rapport au recrutement, bien sûr que moi-même, j'ai été jugé. Forcément, en voulant devenir travailleur père, il faut que j'accepte ça aussi. Ça fait partie aussi de mon cheminement, de dire, voilà, il faut que je sors de la précarité. Moi, je suis sorti de la rue en 2012, j'ai été recruté en 2020, donc j'ai eu le temps d'y penser à tout ça. Et bien sûr que quand j'arrive à l'entretien, je sais que je ne suis pas tout seul. Il faut que j'accepte ça aussi. Il faut que j'accepte de dire qui je suis. Alors moi, on ne m'a pas posé des questions, est-ce que tu es alcoolique, patati, patata, c'est moi qui l'ai dit de moi-même. C'est-à-dire qu'en étant travailleur père, il faut accepter ce que tu as vécu, et surtout, il faut le verbaliser. C'est ça aussi la chose la plus importante. On ne peut pas devenir travailleur père en cachant son histoire. Moi, je pense qu'il faut dire son histoire. Justement, moi, avec les personnes accueillies, accompagnées avec qui je travaille, je leur dis mon histoire, je leur raconte mon histoire. Et je ne la raconte pas pendant 5 minutes. Moi, je vous ai trouvé un peu trop longue, mesdames. Excusez-moi de vous dire ça, mais je vous ai trouvé un peu trop longue. Donc, ça nous a laissé un peu moins de place. C'est pour ça que je vais être bref. Mais moi, je raconte mon histoire en 2 minutes. Je leur dis, voilà, moi, j'ai connu la rue, j'ai connu l'alcool. Et je suis là aussi pour vous aider. Et c'est vrai qu'ils arrivent des fois plus à me parler qu'un travailleur social. Mais voilà, il faut quand même, quand tu passes un entretien d'embauche, il faut quand même, en tant que travailleur père surtout, dire ce que tu es. Ne pas avoir peur d'admettre ce que tu… Alors après, si j'avais échoué sur ce poste, bien évidemment, j'aurais été déçu. Comme tout à chacun peut être déçu quand il postule à un poste. Mais en tant que travailleur père, il faut accepter d'être en concurrence avec d'autres personnes. C'est ça le but d'un recrutement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus… voilà, c'est comme ça que ça se passe dans le monde réel. Et quand tu deviens travailleur père, tu sors de la précarité. Donc, tu deviens quelqu'un d'à part entière. Moi, avec mes collègues, je suis quelqu'un d'à part entière. Je ne suis pas un sous-travailleur social, je suis un travailleur père. Sur les réunions, j'ai mon temps de parole, j'ai ma façon d'être, ma façon de dire. Des fois, ils écoutent mes choix. Voilà, et donc, il faut admettre ça aussi. Le fait que quand tu deviens travailleur père, ou quand tu prétends le devenir, c'est que tu es guéri de ce que tu as eu. C'est ça qu'il faut vraiment le mettre en avant. C'est qu'en étant travailleur père, on va le devenir, c'est voilà, tu as passé un cap, tu as accepté tout ce que tu as vécu, tu l'as digéré et tu veux le mettre en avant pour aider ceux qui vivent la même chose que toi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. Et est-ce que ça, pour toi, Rémi, ça répond un peu à la question du rétablissement qui revient de manière assez récurrente, hein, mais elle est d'ailleurs posée là dans le chat. Comment juge-t-on si une personne est assez rétablie pour devenir travailleur père? Est-ce que du coup, cette capacité à pouvoir parler de ce qu'on a vécu, c'est une partie du rétablissement du coup? Moi, personnellement, je dirais que rétabli, oui et non, c'est quelque chose qu'on a en nous et qu'on gardera toute notre vie. Les cicatrices sont là, voilà, les cicatrices, on ne peut pas les effacer, on ne peut pas les refermer.
Ça, c'est des cicatrices qui seront toujours là toute notre vie. Donc, dire de là qu'on est guéri, oui et non, parce que quelque part, cette expérience-là nous a marqué et nous marquera toute notre vie. Et du coup, en fait, c'est ça qui nous fait avancer, qui nous fait travailler avec notre résident, quoi. C'est ne pas oublier, quoi. Nos cicatrices et notre douleur sera toujours là. Et c'est ça qui fait que, c'est ça qui, quelque part, c'est triste à dire, mais qui rend notre travail efficace. Voilà. Donc, parler de guérison, non, c'est notre vécu, ça sera là toute notre vie, jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est ça qui rend notre travail positif, quoi, parce que cette douleur-là, on la connaît, ce ressenti-là, on la connaît, ce vécu-là, on le connaît, on peut où ça mener. Donc, on sait comment l'apaiser, on sait comment le calmer, mais évidemment, ça ne refermera jamais les cicatrices. Et un résident, on va lui tenir le même discours. On peut apaiser les douleurs, on peut les calmer, les douleurs, on peut les oublier d'une façon ou d'une autre. C'est temporairement pour pouvoir avancer, mais les cicatrices restent toute la vie. Ça, c'est quelque chose, voilà. En tant que travailleur père, je sais que mes cicatrices, je les ai. Mon sac à dos qui était rempli de pierres, je l'ai vidé au fur et à mesure avec tous ceux qui m'ont donné la main et qui m'ont montré le chemin. Maintenant, je vais aider à vider le sac rempli de pierres de mes résidents que j'accompagne. Mais même quand leurs sacs seront vides comme le mien, même quand il y aura cette légèreté, les cicatrices seront toujours là toute la vie. Mais on fera avec et on fait avec. Et la preuve en est que tous les travailleurs pairs sont là pour prouver que nous sommes... c'est possible. Voilà. Et je vois que Laetitia veut prendre la parole. Oui, c'est évidemment pour aller dans le sens de ce que vient de dire Rémi. On est extrêmement critique, Élise et moi, sur la notion de rétablissement parce que alors déjà, on est critique sur la notion de rétablissement parce que, exactement comme le dit très bien Rémi, on ne revient pas d'un paquet de choses. C'est pas qu'on n'en revient pas, c'est qu'on s'est apprivoisé de ces choses-là. On les porte en soi, on a appris à composer avec, à vivre avec, on a métabolisé la douleur ou la peine ou la difficulté en autre chose, mais c'est toujours là. C'est ça justement, le savoir expérientiel, c'est cette métabolisation en fait, de l'expérience brute en quelque chose qui est transférable à d'autres et qu'on peut mettre en partage des autres pour les aider à eux-mêmes à effectuer ce chemin qu'on ne peut pas faire à leur place, en fait. C'est que ça. Mais nous, on est critique en plus parce que on se rend compte, en fait, que dans les équipes qui se disent orientées à rétablissement, il y a une espèce de biais. C'est qu'au lieu que la notion de rétablissement soit attachée à la démarche de l'équipe, qui du coup serait là pour soutenir le pouvoir d'agir des personnes, donc c'est l'équipe, en fait, qui est orientée rétablissement, et bien ça se transforme en une échelle de jugement sur les publics. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup des « Ah, mais cette personne, de toute façon, n'est pas assez rétablie. » Et d'ailleurs, on n'est pas sûr que notre père lui-même soit assez rétabli. Et on se dit, il y a un effet pervers de cette notion de rétablissement, c'est qu'elle est censée sortir du jugement guérison, pas guérison. Initialement, c'est quand même de ça dont il s'agit. Et au final, on en refait un outil d'hierarchisation de l'état des gens, un outil de jugement sur comment vont les gens. Et on pense que c'est embêtant parce que autant se dire qu'il faut que les personnes aient cheminé, ok, mais la notion de rétablissement, pour nous, elle est trompeuse, en fait, voilà, parce qu'elle laisse croire, par exemple, qu'on pourrait être rétabli d'une psychose, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. Quand on a connu des addictions, ma collègue et moi, on peut en parler très bien, on n'en revient pas totalement et on le sait très bien, en fait, voilà. Moi, j'ai été victime de violences sexuelles toute mon enfance, je vis avec, en fait, et on travaille avec nos histoires de vie, en fait, mais c'est tout. Donc, cette façon de porter la notion de rétablissement, c'est aussi souvent une injonction au rétablissement pour les personnes accompagnées. Et nous, c'est ça qui nous fait question. Voilà, pour faire court. Jérôme ? Merci, Laetitia. Oui, alors, par rapport au rétablissement, moi je vais vous raconter en 2 minutes. Moi, je suis sorti de la rue en 2012. J'aurais pas pu devenir travailleur père en 2013. Vous voyez, il a fallu que j'ai un recul sur tout ce que j'ai vécu. Et quand je parle de rétablissement, c'est un rétablissement que ce soit social, aussi au niveau de la santé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas devenir travailleur père comme ça. C'est un cheminement, et ça, je tiens à le répéter, c'est un cheminement qui est long. Et je peux vous le... J'ai mis 8 ans à devenir travailleur père. Et je suis passé par le CRPA. J'ai appris à connaître des professionnels, à parler aux institutions. Mais quand je parle de rétablissement, ou voire de guérison, c'est quand même que tu as changé par rapport à ce que tu as vécu. Moi j'ai vécu dans la rue, j'aurais pas pu devenir travailleur père comme ça. Il a fallu que je prenne conscience de ce que j'ai vécu, et le fait d'en parler, c'est aussi une forme de guérison. C'est pour ça où voilà. Après, ça peut être que des mots, on se rapproche
sur le final de la chose, mais on peut pas devenir. Enfin, moi, dans mon cas, parce que moi je suis sur un accueil de jour et sur des maraudes de rue, il faut que j'ai du recul par rapport à l'alcool, par rapport aux produits, même par rapport au logement. Donc, j'aurais pas pu devenir travailleur père en ayant les problématiques que j'avais à la rue. Il a fallu que je me soigne, que j'essaye de me guérir. Bien sûr que mes cicatrices seront là à vie. C'est la pire période de ma vie, la rue. Même si j'ai eu des périodes de santé qui ont été difficiles avant la rue. C'est peut-être pour ça que je suis arrivé à la rue aussi. Mais il faut aussi prendre conscience qu'un travailleur père a quand même, et c'est pas une échelle de valeur ou de jugement, c'est quelqu'un qui a réussi à se surpasser, de sortir de quelque chose qui était impossible. Moi, quand je vois d'où je viens, quand je vois dans quel état j'étais quand j'étais à la rue et que je vois comment je vis maintenant, je vous garantis, je ne vais pas vous parler de guérison, mais il y a quand même un changement qui est phénoménal. Et c'est pour ça, il faut, et sans parler de jugement, bien évidemment que quelqu'un qui est encore dans des addictions assez fortes ne pourra pas devenir travailleur père. Et ça, vous pouvez me le dire comme vous voulez. Moi, je vous dis que ce ne sera pas possible parce que tu n'auras pas assez de recul par rapport aux personnes que tu vas aller voir, rencontrer, essayer de raconter comment toi tu t'en es sorti. On a aussi une valeur d'exemple en étant travailleur père. C'est-à-dire qu'on peut faire autre chose en partant de si loin. Et c'est pour ça qu'il faut, bien sûr, ce n'est pas un rétablissement total si vous voulez aller jusque-là, mais c'est quand même un rétablissement social, un rétablissement par rapport aux addictions. Faut pas le nier, vous ne pouvez pas nier ça. Vous pouvez pas mettre ça aussi sur une échelle de jugement. Voilà, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. En tant que travailleur père, après, voilà, d'où je suis arrivé, vous pouvez pas mettre que ça sur voilà, on peut pas. Bien évidemment que tout le monde pourrait devenir travailleur père dans l'absolu, mais c'est pas comme ça que ça se passera malheureusement, parce qu'il faut quand même avoir une certaine conscience par où on est passé et aussi comment on s'en est sorti. C'est ça aussi l'importance du travailleur père. Comment on s'en est sorti. Moi, sur mon entretien, parce qu'on va parler d'embauche, sur mon entretien, j'ai beaucoup insisté sur le fait de comment je m'en suis sorti. Qu'est-ce que m'a apporté les travailleurs sociaux? Qu'est-ce que m'a apporté les travailleurs médicaux? Voilà, c'est ça l'embauche. Mais tu peux pas, parce qu'on parle bien de l'embauche du travailleur père. On ne peut pas prendre un travailleur père qui est encore alcoolique ou qui est encore addict à des produits. Sinon, ça n'a pas de valeur d'exemple alors. C'est-à-dire que vous allez dire aux gens, voilà, bon, on a pris quelqu'un qui boit comme toi pour essayer de t'aider. C'est pas possible de faire ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, merci Jérôme. Je crois que Fanny voulait prendre la parole tout à l'heure, elle levait la main, et puis Élise aussi voulait réagir à ce que tu viens de dire. Oui, je voulais dire, ça se rapproche un peu de ce que dit Jérôme. Effectivement, dans le rétablissement, bien entendu, la personne elle a son vécu et ça, voilà, aucunement on va revenir dessus. Mais après, ça reste un collègue de boulot. Quelqu'un ne peut pas venir travailler alcoolisé. Enfin, après, les personnes, c'est pas possible ni pour les personnes. Voilà, il y a un minimum. La personne, voilà, elle doit être c'est un engagement aussi des personnes. Elle ne peut pas voilà, être absente un jour sur deux. Enfin, voilà, il faut quand même, je pense, que la personne, effectivement, ait cheminé et soit dans une autre dynamique. Après, ça n'enlève en rien, justement, son passé, son parcours de vie qui est sa force. Mais je pense qu'effectivement, il y a quand même un certain nombre de choses qui doivent être résolues. Après, si la personne, elle consomme chez elle, enfin voilà, elle fait ce qu'elle veut, mais en tout cas, les temps où elle est sur son lieu de travail, parce que c'est un travail, voilà, elle doit être, je pense, en tout cas, par respect aussi pour les personnes qu'elle accompagne, voilà, en mesure de les accompagner. Et c'est là qu'intervient le droit du travail, de toute façon, je pense aussi. Élise, du coup, je te laisse. Ouais, du coup, moi, je voulais dire que, en fait, toutes ces questions-là, c'est des questions qui sont très, très individuelles, en fait, et qu'on a tous, à mon avis, en tant que travailleur père, des réponses différentes. Moi, quand j'ai commencé à bosser à Totem, j'habitais encore dans ma caravane et je prenais encore des masses et des masses de prod, mais ça m'empêchait pas de faire mon travail, en fait. Du coup, il y a aussi cette question de, voilà, le travailleur père, ça permet aussi, alors, c'est bien pour les équipes, c'est bien pour les personnes qui sont accompagnées, mais c'est aussi une reconstruction et c'est une étape pour se reconstruire aussi pour le travailleur père, en fait. Nous, on dit que voilà, on va pas demander à un travailleur père d'avoir arrêté toutes ses consos. En fait, on s'en fiche n'importe. On va pas demander aux éducs si quand il rentre chez lui, il va fumer
15 pétards avant d'aller se coucher ou il va s'enquiller sa bouteille de whisky, en fait. On s'en fout. Du coup, on va faire la même chose avec le père. Ce qu'on va lui demander, en fait, au père, alors effectivement, il faut être apte au travail, c'est sûr, c'est obligatoire, on va pas, ça c'est obligatoire. Mais du coup, c'est avoir pris du recul, savoir maîtriser ses consommations, avoir pris de la hauteur par rapport à sa vie, avoir pris de la hauteur par rapport à ses propres pratiques à lui, et de pouvoir apporter des conseils, je veux dire, en réduction des risques. La réduction des risques, c'est pas forcément arrêter toutes les consos, en fait, hein, je veux dire. Et du coup, voilà. Et je pense que c'est très individuel et que c'est chaque père va gérer ça différemment, en fait, en fonction de qui il est, de là où il en est lui dans sa vie. Et voilà. Oui, et je rebondis juste pour un tout petit truc par rapport à ce que vient de dire Élise, c'est que du coup, si on schématise un peu, il n'y a pas forcément besoin d'avoir arrêté ses consommations, il faut juste les maîtriser et il faut juste qu'elles ne viennent pas empêcher de travailler. C'est bête et méchant, hein. C'est la question de l'aptitude au travail qui est posée. Donc, dès lors qu'une personne est apte au travail, la question ne se pose pas. En revanche, nous, ce qu'on observe dans l'accompagnement des équipes et des responsables d'équipe, c'est souvent justement une question qui nous montre qu'il y a un biais qui concerne les pairs, c'est qu'on nous dit « Ah bah oui, mais alors là, je fais comment il est alcoolisé sur son lieu de travail ?» On répond bah, « Vous faites exactement comme vous feriez avec n'importe quel autre salarié. » Pourquoi est-ce qu'il y a un traitement différentiel du père? La question de l'aptitude, elle vaut pour tout le monde. Qu'il y ait une tolérance qui amène évidemment à en parler avant de mettre en place une sanction ou quoi que ce soit, évidemment, en fait. On ne va pas aller direct à ça ne va pas du tout exclusion. Mais en fait, on regarde le travail pair souvent de façon différente du travail de droit commun, alors que ce sont les mêmes grilles qui s'appliquent. Simplement, on a une personne qui peut avoir des consommations. Tant qu'elle ne gêne pas son travail, la question ne se pose pas. Hein. Au même titre que pour n'importe qui d'autre. Voilà. Merci beaucoup. Bon, bah, je pense qu'on a vu que le recrutement d'un travailleur pair est un travail d'orfèvre pour le recruteur comme pour le travailleur pair. Il y a aussi, Sylvie, peut-être une petite question autour des taux horaires. Une question de Vincent Morival tout à l'heure dans le chat. Il nous reste 3 petites minutes et ça me semble assez intéressant de l'aborder. Un temps plein n'est-il pas trop compliqué dans un premier temps? Faut-il proposer un mi-temps? Est-ce qu'il y aurait des éléments de réponse à apporter? En fait, on le voit. Jérôme, Élise, là. Je ne sais pas qui souhaite partir. Moi, c'est de mon fait. Hein, moi, j'avais demandé un mi-temps parce que c'est une reprise de travail après 12 ans d'inactivité. Donc, c'est quand même, voilà, il faut garder du temps pour soi, je pense. Il ne faut pas se remettre direct. Moi, je tombe à la rue parce que j'avais trop travaillé dans le métier que je faisais avant. Donc, il faut reprendre le temps. Là, je vais avoir un nouveau contrat qui va être signé. J'ai demandé un peu plus d'heures. Mais pendant un an, j'ai demandé un mi-temps pour voir si j'étais capable de faire les horaires, de faire mon travail tout simplement. Donc, je pense que après, ça dépend de chacun aussi. Mais pour moi, c'était plus pertinent de commencer par un mi-temps. Après, monter en charge petit à petit, mais pour prouver que tu peux le faire et pour soi-même aussi, parce que c'est pas simple. Après 12 ans d'inactivité, de reprendre un travail avec des horaires, voilà, tout ce que ça comporte un travail. Donc, pour moi, le mi-temps était pertinent et moi, pour le coup, c'est un vrai mi-temps, donc qui est sur 3 jours et demi. Donc, ça me laisse 3 jours et demi aussi pour faire les activités qui me tiennent à cœur, comme le bénévolat. Voilà, donc c'est aussi voilà, c'est une façon aussi de reprendre pied dans le monde du travail, on va dire doucement, en faisant un métier sérieux et qui me plaît totalement. J'ai vraiment trouvé ma place dans ce métier-là. Voilà. Après, je pense que ça dépend de chacun. Si quelqu'un se sent capable de faire un plein temps, mais je pense qu'il faut mieux peut-être commencer petit à petit. C'est mon avis. Rémi, du coup? Bah, en ce qui me concerne, moi, pour l'instant, je suis à temps partiel. Mais après, justement, chacun a son opinion là-dessus, puis sa façon de voir les choses. Mais en ce qui me concerne, comme je le disais tout au début, pour moi, ça a été une évidence. Et en fait, à travers ce métier, bah, j'ai trouvé, même si j'avais été mis à mi-temps ou à plein temps, pour moi, c'est vraiment devenu, un équilibre de vie, quoi. Entre ma vie de famille, ma bulle, mes résidents et ce métier, j'ai trouvé un équilibre de vie parfait, en fait. Donc, même si j'avais plus d'heures, même si, voilà, j'ai ma bulle, j'ai ma famille et j'ai mes résidents de l'autre côté. Et oui, non, qu'il y ait plus d'heures ou moins d'heures, j'ai trouvé mon équilibre de vie et moi, c'était une évidence, quoi. Je ne cherchais pas,
voilà, je ne cherchais pas un métier spécialement pour du financier. C'est quelque part après toute cette vie que j'ai eue, pour moi, c'était une évidence. Voilà, c'est donner aux autres ce que moi j'ai reçu. Voilà, c'est tout. Donc c'était vraiment voilà. Donc après, le nombre d'heures, peu importe. Quand on aime, on compte pas. Voilà. Je rappelle que Pour c'est dans le cadre du faire droit du travail quand même. Hein. Alors, pour faire rapide, nous, en tout cas, ce qu'on observe sur la région, effectivement, la plupart des pairs sont plutôt partants pour un temps partiel. Pour commencer, c'est enfin, on met le pied à l'étrier, en fait, hein, pour faire simple. Et il peut y avoir justement la possibilité d'ajuster ça au fil du temps, mais sans l'imposer au pair, l'augmentation du temps de travail. Parce que quand c'est imposé, en revanche, c'est mal vécu. Voilà, quand la personne elle-même n'est pas prise en considération, alors qu'elle est là pour mieux prendre en considération les personnes accompagnées, c'est un peu embêtant. Voilà. Et l'autre chose, juste vite fait sur les contrats, bah, effectivement, on en reparlera peut-être la prochaine fois, mais en tout cas, nous, on se dit que lorsque les conditions sont vraiment pas favorables, comme ce que vous disiez tout à l'heure du problème RH qu'avait rencontré Joël Keguiner, hein, avec cette volonté de replacer le père au plus bas de l'échelle, nous, on dit c'est inadmissible. En fait, c'est inadmissible. Les savoirs expérientiels, c'est précieux. On ne peut pas les valoriser et passer de la pommade aux gens en leur disant à quel point ils sont précieux, tout en les rémunérant. Il y a une disjonction entre la condition symbolique et matérielle, et ça ne va pas du tout, en fait. Donc, non, on reconnaît les savoirs expérientiels, et ça se reconnaît avec de l'argent et une condition digne de ce nom, en fait. Voilà. Et peut-être une ligne dans la grille de la convention collective. Exactement. Il y a beaucoup de boulot en la matière, mais oui. Bon, et ben, il est 12h32, ça fait pile 1h30 qu'on a démarré, donc on va vous libérer. Merci beaucoup à tous et toutes pour votre intervention, c'était très riche. Je rappelle rapidement les dates, donc le 5 septembre, la prochaine vision sur justement la prise de poste du travailleur pair. Et en novembre, tac, je reprends le 4 novembre, mais on vous renverra les éléments de toute façon, le 4 novembre sur les suites à donner à l'issue d'un contrat de travail pair. Quelle perspective pour les travailleurs pairs? Voilà, merci à tous et toutes et bon après-midi. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée. Hop.